franceinter.com. Bonjour, aujourd'hui une émission de circonstances, l'histoire d'un Noël pas comme les autres, un Noël de guerre, un Noël dans les tranchées, le Noël de 1914, une émission du 9 novembre 2005. Qui sait? Peut-être qu'un jour, sur ce coin de l'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui avaient horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. « 2000 ans d'histoire ». Occulté puis oublié pendant plus de 90 ans, ce qui s'est passé dans les tranchées un soir de Noël 1914 est un des événements les moins connus et les plus incroyables de la Première Guerre mondiale. Comment expliquer et comprendre en effet que quelques mois à peine après être partis, la fleur au fusil, pour aller s'entretuer dans une guerre qui allait faire plus de 12 millions de morts, des soldats allemands, français ou anglais aient décidé un jour de cesser le combat, de sortir de leurs tranchées et de célébrer Noël ensemble. À l'époque où sur tous les fronts on lançait des appels au patriotisme et où l'on diabolisait l'adversaire, la chose était tellement impensable que personne ne pouvait la prévoir. Ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni en France où quelques jours avant Noël, le président de la Chambre des députés, Paul Deschanel, appelait les soldats à rester unis contre l'ennemi. Les Germains nous ont envahis plus de 20 fois. 20 fois depuis la Révolution. De là, pour nous, les devoirs essentiels. Commandement de la patrie. Rester unis. Écoutons la voix des tranchées et des tombes. Ce qui vient de là, c'est un cri d'amour. Les Français suivaient des chemins différents. Ils se sont rejoints au sommet. Même dévouement, même idéal. Et l'ennemi ne comprend pas que ce qui nous déchirait est ce qui nous unit, la passion du droit. Marc Ferraud et Christian Carion, bonjour. Bonjour. Alors c'était le président de l'Assemblée nationale, Paul Deschanel, le 22 décembre 1914, 2 jours à peine avant un événement dont personne ou presque n'avait encore entendu parler, jusqu'à la sortie de votre film, Christian Carion, Joyeux Noël. C'est l'histoire authentique d'une fraternisation qui s'est produite, je crois, sur plusieurs parties du front, le jour de Noël 1914. Un moment qui est tellement incroyable d'ailleurs que je crois qu'il n'apparaît dans aucun livre, dans aucun manuel scolaire. Je l'ai vérifié. Comment est-ce que vous-même, vous avez découvert l'existence de cette fraternisation ? Oh, par hasard, parce que j'ai acheté il y a maintenant 14 ans un livre qui s'appelait Les batailles en Flandre et Artois, qu'avait écrit Yves Buffetot, un historien. Et je l'ai acheté parce que Flandre et Artois, c'est mon pays d'origine. Et dans ce livre, j'ai découvert une page qui s'appelait L'incroyable Noël de 1914. Et c'était la première fois que j'entendais parler de ces fraternisations. Et il y avait là déjà beaucoup de choses que j'ai repris pour le film. J'ai appelé cet historien et j'ai voulu en savoir plus. Vous la connaissiez bien sûr cette histoire, Marc Ferraud ? Non. Pas du tout. Je connaissais les même vous, qui êtes un historien du XXe siècle. Oui. Je connaissais les fraternisations en Russie, qui ont lieu d'ailleurs dès 1914, mais à Pâques, n'est-ce pas ? Enfin, en 1915 à Pâques. Mais celle de France, c'est Christian Carion qui les a découvertes et mises en images, et c'est un grand apport à l'histoire. Alors, tout de suite, on peut dire que si on n'en a jamais entendu parler, c'est pour autant qu'elles n'ont pas changé le cours de l'histoire. Alors, on y reviendra sur le fait qu'elles aient été aussi occultées pendant des années, Marc Ferraud. Mais c'est vrai que c'est difficile à croire. Il faut rappeler que 5-6 mois avant, la guerre venait de commencer. On partait, disait-on, c'était pas toujours vrai, la fleur au fusil pour aller en découdre contre l'adversaire. On était sûr, on vient d'entendre Paul Deschanel le dire, on était sûr, chacun de son côté, de son bon droit. On était sûr que la guerre serait gagnée très vite. C'est la guerre de mouvement. Puis brusquement, ça s'arrête. Et puis commence une guerre interminable sur le lieu où vont se dérouler ces fraternisations, les tranchées.
C'est le début d'une guerre où on se rend compte, et le moral va en prendre un coup, que la guerre, elle n'est pas gagnée d'avance. Oui, mais le vrai problème, c'est que jusque-là, il y avait une guerre de mouvement, c'est-à-dire que les Français comme les Allemands se déplaçaient, ne s'était jamais vu, et le discours patriotique qui était tenu contre l'ennemi héréditaire, pour nous les Allemands et pour les Allemands les Français, ce discours pouvait avoir prise sur les armes, encore que le discours de Deschanel, là, vient de signifier qu'il y a quelques mois, on criait guerre à la guerre. Seulement, le guerre à la guerre était un slogan politique, alors que ce qu'on voit au moment des fraternisations, c'est quelque chose d'humain et qui n'a pas d'arrière-pensée idéologique ou autre. C'est ça l'important de ces fraternisations. Alors plantons le décor, on est dans des tranchées, au début c'est assez rudimentaire, puis elle se perfectionne, cela dit la vie, le moral aussi est forcément atteint. Elles sont quasiment imprenables ces tranchées. Au début on s'en rendait pas compte, puis ça a beau être très sommaire, elles étaient pratiquement infranchissables. Il faut rappeler peut-être, Marc Ferraud, comment elles étaient défendues et le lieu sur lesquels, justement, se sont passées ces fraternisations. Ces tranchées, au début, il y a des images qui montrent comment on les a creusées avec des pioches. Et les soldats français, par exemple, n'imaginaient pas qu'ils allaient s'enterrer là-dedans pour survivre, bien sûr. Mais le point important, c'est qu'à partir du moment où ils sont dans les tranchées, les Français comme les Allemands en face, quelquefois à 100 mètres, à 50 mètres, à 30 mètres, au bout d'un certain temps, cet ennemi diabolique, on s'aperçoit que c'est des pauvres types qui crèvent, qui au moment des pauses, en quelque sorte, veulent aller pisser dans un coin, que d'autres chantent quand on a 5 minutes pour se détendre. Bref, on s'aperçoit qu'ils sont aussi humains que vous l'êtes, et c'est comme ça que naît inconsciemment cette idée qu'au fond, ils sont autant nos frères que nos ennemis. Elle naît aussi de l'initiative d'un pape qui est Benoît XV, qui avait imaginé déjà à l'époque qu'à l'approche, que le jour de Noël, on pourrait peut-être cesser les combats sur le front. Oui, mais ça, c'est la vieille idée chrétienne, n'est-ce pas, qu'il y avait le jour de trêve au Moyen-Âge, vous vous rappelez, n'est-ce pas? Et l'Église a toujours voulu avoir ces journées pieuses, n'est-ce pas? Et ça, c'est une survie. Mais dans le cadre de la guerre de 14, c'est une survie un petit peu abstraite qui n'a pas de rapport avec ce qui s'est passé dans les tranchées. Et puis alors, quand même, dans les tranchées, qu'est-ce qui se passe à l'approche de Noël? Et ça, c'est évidemment important pour ces armées qui sont composées de chrétiens, sinon de catholiques. C'est évidemment l'approche des fêtes. C'est du côté allemand, l'arrivée de cadeaux, du côté français aussi, les cadeaux qui arrivent, enfin qu'on va partager entre soi, bien sûr, initialement, c'est comme ça que c'est prévu. L'arbre de Noël, ça compte beaucoup, évidemment, Christian Carion. Oui, c'est l'approche des fêtes. Les 3 états-majors sont persuadés qu'il n'y aura qu'un seul Noël, et ils veulent faire en sorte que leurs soldats s'en souviennent, et que ce soit presque comme un Noël à la maison. Peut-être un peu plus du côté allemand, où on envoie carrément des sapins avec du matériel de décoration, si vous voulez, avec beaucoup de conserves, de bouffe, d'alcool, etc. Et tout ça fait que ça arrive dans les tranchées, et évidemment, ça apporte une atmosphère particulière. Ça ne sent plus la guerre, là. Et je pense qu'il doit y avoir une nostalgie des Noëls d'avant, en famille. Ce qui fait que les gens se mettent dans une ambiance, comme une parenthèse, au sein de la tranchée, hors guerre. Et c'est ce qui se passe aussi côté français, avec beaucoup de champagne ou des choses comme ça, et côté britannique, où le whisky circulait beaucoup. Et jusqu'à ce que se produise cette chose absolument incroyable dans la nuit du 24 au 25 décembre 1914. Mon lieutenant, il se passe quelque chose de bizarre en face. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? On peut-être marre les Allemands. Ça se trouve, ils veulent se rendre. Angèle, donne-moi une bouteille de champagne, mon gars. Ce soir, des hommes que tout oppose ont eu envie de se rassembler, comme on se rapproche d'un feu en plein hiver. Peut-être pour oublier un peu la guerre. C'est évidemment un des moments les plus forts de votre film, Christian Carion. Qu'est-ce qui s'est passé pour que brusquement ces gens-là se mettent à sortir, ces Anglais, ces Français, ces Allemands, et puis qui se battaient quelques heures plus tôt, qui se tiraient dessus et qui brusquement franchissent ces tranchées, non pas pour se battre, ils sont sans armes. Qu'est-ce qui s'est produit? En certains endroits du front, pas partout, il y a eu comme une étincelle. Et cette étincelle, en quelque sorte, elle est venue du côté des tranchées allemandes, parce que les Allemands se sont mis à fêter bruyamment Noël. Bruyamment, ça veut dire chanter, ça veut dire jouer de l'harmonica, etc. Et comme nous l'a dit Marc Ferraud, les hommes sont proches les uns des autres. Et ceux qui sont en face ont entendu ces chants, ont vu les sapins de Noël, parce que les Allemands les ont posés au-dessus de leurs tranchées. Et ça,
ce spectacle plus le chant, eh bien, ça a permis aux gens de se comprendre. Parce que Stille Nacht, tout le monde connaît ça en France, c'est Douce Nuit, et côté anglais, c'est I Silent Night. Ce qu'il y a d'extraordinaire, Marc Ferraud, c'est la spontanéité de ce mouvement qui d'ailleurs s'est produit sur plusieurs parties du front. Il faut rappeler qu'au nord, du côté franco-anglais, il y avait les Anglais, au sud, il y avait les Français, et puis en face, il y avait les Allemands. Mais aucun mot d'ordre, ça se fait tout seul. C'est spontané. Mais le deuxième point que montre bien le film, et qui est une réalité, j'allais dire, profonde, et que Noël, en quelque sorte, prévient, c'est que lorsqu'il y aura des morts, il y aura des pauses entre les tranchées pour aller enterrer les morts. Et ça va sacraliser les pauses, qui jusque-là avaient été un événement heureux, celui de Noël. Une pause dans la guerre reprenant d'ailleurs tout de suite après. Il n'y a plus d'ennemis, dites-vous, dans un livre justement sur cette nuit de Noël, mais il y a des hommes qui partagent les mêmes souffrances, le froid, la boue, les rats, les obus, et puis qui écrivent aussi à leur famille ce qui s'est passé ce soir-là. Ma chère mère, ma chère sœur, nous avons marché jusqu'aux tranchées comme des Pères Noël avec des paquets. Tout était calme. Aucun coup de feu. Peu de neige. Nous avons mis un petit arbre de Noël dans notre tranchée abri. Et nous avons placé un second arbre illuminé sur le remblai. Puis nous nous sommes mis à chanter nos vieux Noëls. Stille Nacht, Heilige Nacht. Ma bien chère Eugénie, sache que parmi les fusillades intermittentes, un chant n'a pas cessé de s'élever sur toute la ligne. En face de nous, une voix de ténor admirable entonnait le Noël ennemi. Les soldats, Christian Carion, ne se sont pas contentés de chanter ce soir-là. Vous le montrez dans votre film. Il y a eu des tas de choses, des échanges de cadeaux, etc. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu cette écoute et cette réponse à distance dans les champs. Et puis, il y a toujours un homme plus intrépide que les autres, quelqu'un qui ose et qui s'avance sur le No Man's Land. Et à partir de là, il montre à tous les autres que c'est possible. Et c'est là que les hommes se sont mis timidement au début, à sortir et à se rencontrer sur le No Man's Land pour, effectivement, comme vous le dites, échanger du chocolat, du tabac, de l'alcool. Et se parler, mais dans quelle langue, Marc Ferraud? Parce que ça pose un problème, évidemment. Ah ben ça, effectivement, c'est un problème. Mais par exemple, chez les Allemands, il y avait beaucoup d'Allemands qui avaient été en Angleterre à cette époque et qui pouvaient donc s'adresser avec des mots en anglais à ceux qui se trouvaient dans la tranchée d'en face. Les Français, il y en avait beaucoup moins. Mais il y avait quand même des gens de l'Est qui baragouinaient quelque peu les deux langues. Et puis, c'était pas tellement le dialogue qui comptait. C'était les gestes, c'était l'absence de tir pendant certains moments. Le fait même qu'à un moment donné, on se prévient quand il y aura des tirs. Et dans le film, il y a une scène très belle où on voit comment les Allemands préviennent les Français qu'il va y avoir un tir atterri et leur dit « Cachez-vous, venez même chez nous », n'est-ce pas? Une scène incroyable. Et évidemment qu'on ne connaissait pas et qui témoigne, si je puis dire, de l'humanisation de la guerre pendant cette pause. Parce que c'est une pause. Il y aura 2 pauses, 3 pauses, 4 pauses. Mais après, la guerre reprend. Et puis aussi, on arrête de se tirer dessus parce qu'on se met d'accord pour enterrer ses morts. Ah oui, sur le No Man's Land, c'est-à-dire entre les tranchées. Alors ça, c'est pathétique. Et c'est ce qui crée, je dirais, une certaine profondeur. Alors que ça n'aurait été qu'à Noël, ce serait resté un peu superficiel. Mais enterrer les morts, c'est un acte commun. Et on voit bien que dans nos mondes occidentaux, enterrer les morts, c'est sacré. Dans les villes où les gens s'entretuent, catholiques et protestants par exemple, le jour où il y a un mort, tout le monde est là. On oublie tout. Et bien là, on retrouve le même phénomène dans les tranchées. Et puis alors aussi, je crois que c'est le lendemain que ça se passe, on se met à jouer au foot. J'ai entendu hier soir au sujet de votre femme. Et si vous voulez, je peux faire passer du courrier pour elle. Pourquoi feriez-vous ça? Si vous vous faites prendre. C'est pas votre courrier qui nous empêchera de gagner la guerre. Et puis,
quand nous aurons pris Paris et tout ça sera fini, eh bien, vous nous inviterez à boire un verre rue Vavin? Faut vous sentir obligé d'envahir Paris pour prendre un verre chez moi, vous savez. Et c'était un autre extrait de votre film, Christian Carion. C'est complètement surréaliste. Une partie de foot à l'endroit où on se massacrait quelques jours plus tôt et où on va continuer à le faire après. Il y a beaucoup de choses qui paraissent totalement étonnantes. Il y en a une autre d'anecdote qui est quand même saisissante, c'est l'histoire d'abord du ténor. Est-ce qu'un ténor allemand a vraiment chanté pour les Français cette nuit-là ? Il est d'abord, c'était une star qui s'appelait Kirchhoff, et il était venu chanter que pour les Allemands en première ligne. Il a chanté Stille Nacht, comme on a entendu, et sa voix était magnifique. Et en face, à 100 mètres, ce sont que des Français. Et le capitaine des Français est mélomane, et il reconnaît la voix de Kirchhoff. Et il l'applaudit à tout rompre. D'ailleurs, tous les soldats l'applaudissent. Et Kirchhoff, qui est une sorte d'artiste un peu excentrique, il entend des voix, il entend des gens qui l'applaudissent dans la nuit, il veut voir son public. Alors il sort sur le No Man's Land et il marche au-devant de ceux qui l'applaudissent. Le capitaine français sort lui aussi, rencontre Kirchhoff et ils discutent. Alors il y a un personnage aussi qui est important dans votre film, c'est le chat. Qu'est-ce qu'il faisait ce chat ? Oui, j'étais tombé, on m'avait raconté une anecdote incroyable d'un chat. Cette histoire, elle est très simple. Ça s'est déroulé, non pas pendant une fraternisation, en 1916, entre des Français et des Allemands dans un secteur calme. C'était un chat qui allait de la tranchée allemande à la tranchée française, essentiellement en fonction du menu. Et un jour, il est revenu côté français et il avait un collier, ce qu'il n'avait jamais eu jusqu'alors. Alors on examine le collier et on y découvre un bout de papier. On le déplie et c'est écrit en mauvais français parce que écrit par des Allemands. De quel régiment êtes-vous ? Alors on donne le papier au lieutenant qui le donne à son capitaine, ça remonte jusqu'à un général qui dit « Mais c'est de l'espionnage ! Qui est le vecteur du papier ?» La question redescend, la réponse remonte, on lui dit « C'est un chat ». On lui dit « Bon, il faut appliquer le règlement ». Alors on a arrêté le chat, on a jugé le chat et on l'a fusillé. C'est vrai ça ? Parce que ça paraît insensé. Je crois, bon, je ne trahis pas un secret, que la scène du chat fusillé, vous l'avez tournée, mais vous n'avez pas osé la passer. Voilà, je me suis inspiré de cette histoire. Alors j'ai imaginé que les Français et les Allemands les avaient baptisés différemment, avaient donné un prénom différent au chat. Et j'ai à un moment donné, comme pour un symbole de, comment dirais-je, de sanction des fraternisations, fait que montrer le chat qui se fait fusiller. Donc j'ai filmé cette séquence. Et quand j'ai vu l'image, je me suis dit, c'est trop. Les gens ne vont pas me croire. Et je ne voulais pas prendre le risque que le public ne me croit pas sur cette séquence et peut-être mettre en doute l'ensemble du film. Donc je l'ai supprimé. Combien de temps a duré cette fraternisation de Noël 14 ? Parce que je sais qu'il y en a eu d'autres, Marc Ferraud. Quelques jours, pas plus. Très vite après, ça a repris. Mais il y en a eu d'autres, par exemple pour le jour de l'an. Hein. Et puis il y en a eu d'autres ailleurs pour Pâques. Par conséquent, c'était en pointillé. Et puis c'était pas partout, mais c'était pas unique. Et les anecdotes pourraient laisser croire que c'est unique. Mais en fait, ça a eu lieu dans bien des cas sur tout le front. Alors, il faut dire justement que dans les états-majors, quand on apprend ces scènes de fraternisation, on n'est évidemment pas très content. Ordonnance du général Falkenhayn, chef d'état-major de l'armée allemande. Divers communiqués du front font ressortir qu'en certaines positions de nos lignes avancées, là où les ennemis sont particulièrement proches les uns des autres, une sorte de fraternisation s'est instaurée. De tels actes sont extrêmement dangereux. Le général Mangin à sa femme. Ma très chère, j'ai prescrit de passer par les armes tout soldat qui aurait des rapports avec l'ennemi, autrement qu'à coups de fusil. Bon sang, est-ce que tu te rends compte que c'est très grave ce qui s'est passé ? Shame on you, Gordon. Ça s'appelle haute trahison. Si l'opinion publique apprend ça, participer à des actes pareils avec l'ennemi, alors qu'une partie du pays est durement occupée, là, vraiment... Le pays ? Mais qu'est-ce qui sait le pays sur ce qu'on souffre ici? Je vais vous dire, moi, je me suis senti plus proche des Allemands que ceux qui crient mort aux Boches chez eux, bien au chaud devant leur dindon marron. Et c'était un autre extrait donc, du film de Christian Carion. Est-ce qu'il y a eu des punitions? Parce qu'on comprend, on conçoit que l'état-major ne soit pas très content de voir des scènes de fraternisation qui peuvent dégénérer. Et puis au fond, faire s'arrêter la guerre comme ça. Marc Ferraud. Des scènes de punition, il y en a eu des collectives, en ce sens qu'on a pu déplacer des unités qui avaient été coupables, entre guillemets, de ce type de fraternisation. Mais surtout, ce qui a été grave, c'est qu'on a fait donner l'artillerie pour disperser les petits éléments qui fraternisaient entre eux. Et c'est ça qui était le plus grave et qui a été un peu à l'origine du ressentiment des fantassins face aux artilleurs. Et ça se retrouve après la guerre, n'est-ce pas? Et ça se retrouve dans tous les pays, en France, en Russie, en Allemagne, etc. C'est plutôt comme ça qu'on a voulu les arrêter. Parce qu'il y avait même des officiers, hein. C'est pas une affaire de soldats qui fraternisent, des officiers eux-mêmes qui en principe doivent donner l'exemple, eux aussi ont fraternisé.
Oui, alors ça c'est un peu une légende qui est née après la guerre, n'est-ce pas? Dans tous les films qu'on a vus sur l'entre-deux-guerres, pendant l'entre-deux-guerres, on a toujours voulu montrer l'opposition entre les officiers bellicistes, sévères, etc., fusilleurs. Hein. Je ne vais pas faire le catalogue de ces films, il y en a eu 5, 6, 7, 8. Alors qu'en fait, c'est pas avec les officiers qu'il y avait un conflit, parce qu'il y avait des officiers de tranchée, des lieutenants, des capitaines, mais c'est au-delà. C'est avec l'état-major, considéré d'ailleurs par beaucoup de soldats comme des planqués, bien sûr, et puis avec l'arrière, qui peut avoir, en quelque sorte, pour qu'on ressent de la haine, justement, puisqu'il pourrait ne pas comprendre ce qui se passe. Alors, nous avons parlé jusque-là, à propos du film de Christian Carion, de Joyeux Noël, on a parlé du front ouest. Mais vous, qui connaissez bien cette histoire, de ce qui s'est passé à ce moment-là, en Russie, en 1917, Marc Fesneau, vous le rappelez donc dans un livre publié chez Perrin, Frères de tranchée, où il est question de toutes les fraternisations, à l'est comme à l'ouest. Vous rappelez qu'à l'est aussi, il s'est produit des fraternisations, et que là, ça a été beaucoup plus loin, ça a été la décomposition du front russe. Oui, mais pas au début. Au début, en 1915, 1916, à Pâques, c'est exactement comme sur le front de l'Ouest. On se lance des saucisses, n'est-ce pas? Les Russes lancent des saucisses à Pâques, et puis les Allemands envoient des cigarettes. C'est exactement la même chose. Seulement l'artillerie, n'est-ce pas, tire. Et c'est là que ça commence à mal tourner, parce que lorsqu'en 17, il y a l'insurrection de Pétrograd, eh bien les soldats en veulent à leurs officiers de l'arrière, c'est-à-dire au commandement, à l'état-major et à l'artillerie. Et cette répression des fraternisations va déterminer des mutineries. Et ces mutineries vont aller dans le sens de la bolchevisation de l'armée. Alors à l'ouest, en revanche, les combats vont reprendre, et cette fois-ci, plus de fraternisation. On a du mal à comprendre que des gens qui aient pu fraterniser, s'échanger des cadeaux le soir de Noël 14, qui se soient arrêtés de se battre, brusquement, que ça reprenne, qu'ils se battent avec acharnement. Je rappelle, 12 millions de morts dans cette guerre quand même. Christian Carion, comment est-ce que brusquement, à cette trêve a pu succéder une guerre aussi violente jusqu'au bout? Marc Fesneau vous l'a dit, hein, les hommes qui ont participé à ces actes, l'état-major a appelé les régiments contaminés. Eh bien, ils les ont retirés et ils les ont mis dans des secteurs qui tapaient très dur. Donc, en fait, vous avez une réaction de survie, vous vous défendez et vous vous remettez dans une ambiance où il n'y a pas la possibilité d'offrir du chocolat à quelqu'un, je dirais. Et donc, vous êtes dans le bain et c'est comme ça. Donc, c'est normal. Je veux dire, ils ont été réemportés par le mouvement général. Alors, il y a une chose qui peut également surprendre Christian Carion, c'est que cette affaire, quand elle s'est produite en 1914, début 15, les journaux anglais en parlent, on les voit sur la une, on envoie des photos sur la une des grands magazines. En France, rien. En Allemagne, je crois, rien du tout. Et ce qu'il y a d'encore plus extraordinaire, c'est que pendant 90 ans, on n'en est pas entendu parler. Comment expliquer ce mutisme, cette occultation, cette censure, entre guillemets ? Je pense que côté britannique, d'abord l'attitude par rapport à cette guerre, l'engagement britannique n'est pas le même que la France, qui se bat sur ses propres terres et qui cherche à libérer l'Alsace-Lorraine, comme vous le savez, etc. Et que, on a entendu des Chanel tout à l'heure, il y a une espèce d'unité quand même nationale à l'arrière. Et la presse est dans cet esprit-là, globalement même, totalement. Donc elle ne va pas laisser passer une histoire comme ça. Je sais, c'est dans une lettre qui a été écrite par un soldat qui a assisté à ces fraternisations. Il y a cette belle formule. Il écrit « Qui sait, peut-être un jour sur ce coin d'Artois, on élèvera un monument pour commémorer cet élan de fraternité entre des hommes qui avaient horreur de la guerre et qu'on obligeait à s'entretuer malgré leur volonté. » Je crois que ce monument, vous y êtes très attaché, Christian Carion. Absolument. Il va peut-être voir le jour. Voilà, on a créé une association qui s'appelle Noël 14. J'ai demandé à Bertrand Tavernier d'en être le président. Et le but de cette association, effectivement, est de faire construire un monument à la mémoire des hommes qui ont fraternisé. Marc Fesneau, vous êtes aussi dans le coup, si je puis dire? Je le serai peut-être, je n'en sais rien. Mais bien sûr, vous y serez. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est que 50 ans plus tard, ces hommes qui ont fraternisé ont pu se retrouver à Verdun. Et que quand ils se sont vus les uns les autres, eh bien, ils se sont étreints, ils ont pleuré. Ce qui prouve que cet événement que les historiens ont laissé passer a laissé une trace de longue durée. Et c'est parce qu'il n'a pas laissé de trace courte sur le moment même que peut-être on n'en a jamais parlé. C'était une émission du 9 novembre 2005. Je rappelle que Marc Fesneau est l'auteur avec Malcolm Brown, Rémi Casals et Olaf Muller de Frères des tranchées que Christian Carion a écrit
Joyeux Noël, un livre inspiré de son film, les 2 livres étant publiés chez Perrin. J'ajoute aussi que vous pouvez lire le numéro de janvier 2011 du magazine Historia avec un dossier passionnant sur l'histoire de Noël. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Premier Noël dans les tranchées de Michael Gomnitz et du film de Christian Carion, Joyeux Noël, disponible en DVD chez Warner Home Video France. Enfin, des extraits musicaux aussi de La Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est le titre d'un CD disponible chez Frémaux et Associés. Toutes ces références sont disponibles au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Gabriel Rouchaville, à la documentation, Camille Pouc-Jalaguier et Mathieu Ménossi. Une émission de Patrice Gélinet réalisée par Anne Kobilac.